L'Europe, elle est dans notre vie, dans notre consommation et dans nos assiettes au quotidien. On aimerait bien que soit entendue la voix du consommateur. REACH n'est absolument pas à la hauteur des enjeux de santé publique aujourd'hui. Pour les 720 députés européens élus en juin 2024, le travail parlementaire débute réellement en cette rentrée. Une législature clé car de la santé à la transition écologique, c'est aussi en Europe que se joue l'avenir de la protection. La Commission européenne est derrière les députés, le Conseil de l'Europe ont une capacité d'influence sur l'environnement, sur la transition juste, sur la consommation responsable, la santé environnementale et puis comment et qui produit, c'est-à-dire l'entrepreneuriat européen. Quand on voit les résultats des élections, je pense qu'il y a une attente qui est exprimée, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, pour une Europe sociale et une Europe protectrice, très clairement. AMA Group protège près de 12 millions de personnes en France. On a une légitimité par la taille et par la diversité des personnes qu'on protège pour comprendre leurs besoins, leurs craintes, leurs attentes. On a réfléchi à comment on pouvait porter, proposer des idées très concrètes à la Commission européenne et aux députés européens pour répondre à ces attentes des consommateurs. On est à un moment particulièrement charnière pour l'Europe, pour les citoyens européens. Il faut participer à ces réflexions. On a une responsabilité et il faut s'engager. Le premier de ces combats, lutter contre le projet de règlement européen FIDA. Ce texte, encore en débat au Parlement et qui pourrait s'appliquer dès 2025, que prévoit-il exactement ? Demain, un client disposant d'un contrat d'assurance habitation chez un assureur A, dit le data holder, pourra lui demander de partager ses données avec un data user qui peut être un intermédiaire d'assurance agréé, une institution financière, un autre assureur, un comparateur ou un Financial Information Services Provider, tel qu'un GAFAM. Chez France Assureurs, nous avons souligné auprès des autorités européennes 3 grands types de risques associés à FIDA. Le premier, c'est la démutualisation qui peut engendrer des risques systémiques pour l'assurabilité de zones géographiques entières ou de segments de la population. FIDA présente également un risque de standardisation des produits. Une comparaison de produits qui se ferait dans une approche réductrice risque de générer une concurrence uniquement sur les prix, avec à la clé une moindre prise en compte des spécificités et des besoins du client, c'est-à-dire un appauvrissement du conseil et de la couverture. Enfin, certains acteurs du type Big Tech pourront consolider les données financières des Européens avec les autres données qu'ils détiennent déjà, ce qui engendrerait un risque majeur pour l'équité concurrentielle entre tous les acteurs. Augmentation du coût de l'assurance, exclusion des profils les plus à risque. Pourtant, FIDA partait d'une bonne intention. Alors, les objectifs de FIDA, on ne peut pas les contester. Donner du pouvoir aux consommateurs, rééquilibrer finalement un petit peu sa position vis-à-vis du secteur financier, donner de la transparence sur ce qui est fait dans le secteur financier. Le problème, c'est que la manière d'y arriver avec ce texte est très très mauvaise, voire même très très dangereuse pour le consommateur. L'assurance, c'est un équilibre entre des bons risques et des mauvais risques. Un assureur traditionnel, lui, il équilibre ses risques. Il peut se permettre d'avoir des risques un petit peu dégradés parce qu'il a des bons risques. Si on a des nouveaux assureurs, qui eux ne gèrent pas un portefeuille, alors ils n'iront pas assurer des habitations dans des zones où climatiquement on estimera qu'il y a un risque, en Floride ou en Californie. On assiste exactement à ce genre de choses. Alors il ne s'agit plus aujourd'hui de repousser FIDA. FIDA est quasiment déjà là. Ce qu'il faut, c'est en limiter les risques les plus importants. Et donc ça veut dire, par exemple, avoir un périmètre de données qui soit au départ assez réduit, puis qu'on ouvre éventuellement progressivement si tout se passe bien. AMA a pour patron, pour gouvernance, en fait, les représentants des consommateurs, les représentants des assurés. On aimerait bien que soit entendue la voix du consommateur. Autre combat majeur, la santé environnementale. L'OMS estime à 15% la proportion de décès liés à des facteurs environnementaux chaque année en Europe. De l'alimentation à la pollution, en passant par la qualité de l'eau ou du logement, ces facteurs ont des effets massifs sur notre santé. Il y a un rapport récent qui a été publié par l'Agence européenne pour l'environnement et l'Agence européenne pour les produits chimiques et qui nous apprend plusieurs choses. La première, c'est que les substances chimiques les plus nocives en fait, sont en augmentation en Europe, qui est évidemment problématique. Et le deuxième point de ce rapport, c'est que les données sont insuffisantes aujourd'hui pour mesurer réellement l'impact de l'ensemble de ces substances chimiques
sur la santé humaine, sur la biodiversité. Ces impacts qui ne sont pas mesurés avant l'autorisation de mise sur le marché se mesurent en fait directement, année après année, sur la santé des citoyens européens, sur la santé des écosystèmes, et puis sur l'explosion des maladies chroniques. Ce qui nous embête, nous, en tant qu'assureurs, c'est qu'on se retrouve au fond absorber les externalités négatives de cette industrie chimique, ce qui est plus tenable. On a un tiers des dossiers déposés aujourd'hui à l'Agence européenne pour les produits chimiques qui ne mentionnent pas toutes les informations qui sont pourtant exigées de la réglementation REACH. REACH, c'est le règlement qui encadre l'autorisation, l'évaluation et l'enregistrement des substances chimiques en Europe. Entré en vigueur en 2007, il a aujourd'hui 17 ans. REACH n'est absolument pas à la hauteur des enjeux de santé publique aujourd'hui. Je pense aux fameux polluants éternels présents dans l'eau ou encore aux métabolites de pesticides, c'est-à-dire les résidus de pesticides dans l'eau potable, dont on ne mesure absolument pas la dangerosité aujourd'hui. Et puis je pense aussi à ces clusters de malformations ou de cancers pédiatriques qui émergent un peu partout en Europe et notamment en France. La santé environnementale reste largement absente des réflexions politiques. Via son plaidoyer pour une Europe protectrice, AEMA Group encourage les parlementaires à prendre des mesures ambitieuses. J'identifie moi 2 grandes thématiques qui sont des priorités. La première concerne les femmes enceintes et les expositions qu'elles subissent. C'est d'autant plus important que les progrès de la science ont mis en avant que les expositions subies par le fœtus déterminent à l'âge adulte des pathologies chroniques. C'est pour ça que dans le cadre du plaidoyer pour une Europe protectrice d'AEMA, on a tenu à mettre en avant une meilleure traçabilité pour les substances chimiques contenues dans les objets de puériculture, notamment lorsqu'ils sont issus de la filière du recyclage. La deuxième grande thématique prioritaire pour l'Europe, c'est celle des pesticides. Près de 76% des Européens s'inquiètent de l'impact pour leur santé de ces substances. Donc il y a là clairement une base de consensus en Europe. Face aux transitions, il existe un modèle économique qui fait preuve d'une grande résilience, l'économie sociale et solidaire. Elle désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur des principes de solidarité, d'utilité sociale et de gouvernance démocratique et participative. Le profit individuel y est proscrit et les résultats sont réinvestis. En France, l'ESS bénéficie d'un cadre juridique renforcé depuis la loi de 2014. En Europe, elle se heurte encore à plusieurs freins. Ça va de la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, de ses spécificités par les différentes législations, jusqu'au fait que les entreprises de l'ESS ont beaucoup plus de difficultés à accéder à des dispositifs d'investissement, de financement, en tout cas à des marchés. On peut parler d'une concurrence véritablement faussée entre les entreprises conventionnelles et les entreprises de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui en Europe. L'Union européenne s'est construite d'abord comme un marché où la concurrence était plutôt le principe de régulation. Sauf que pour répondre aux besoins économiques et sociaux, la concurrence ne permet pas tout et il y a aujourd'hui un véritable besoin de reconnaître la coopération, de reconnaître les formes juridiques qui permettent cette coopération, les mutuelles, les coopératives, les associations. Globalement, on s'aperçoit que ce que nous faisons dans les territoires, dans les différents pays de l'Union européenne, attire de plus en plus l'attention parce que nos sociétés sont traversées par de grandes transitions à organiser, par des chocs aussi où on s'aperçoit que l'ESS est au rendez-vous des réponses à apporter aux citoyens et au fonctionnement de l'économie. C'est une proximité, c'est l'économie qui est présente là où les autres sont, mais aussi là où les autres ne sont plus, parce qu'il faut, dans les zones rurales, dans les zones montagneuses, dans les régions qui ont besoin de solidarité, des formes économiques qui savent se délier de la pression que peut exercer la rentabilité actionnariale. On pense que l'économie de l'Union européenne sera mieux au service de la planète, des gens et de la démocratie, avec une meilleure reconnaissance de l'économie sociale et solidaire et donc de la coopération. Toutes les réflexions en cours qui visent à faire en sorte qu'on réfléchisse aux accords de coopération au niveau européen sont des réflexions européennes dans lesquelles les entreprises de l'ESF doivent s'intégrer, et notamment les groupes mutualistes comme AEMA Group. Ce dont on a besoin au niveau européen, c'est de cadres de dialogue. Alors ils existent au sein de la Commission avec des services dédiés, mais on a aussi besoin d'un commissaire européen qui a l'économie sociale et solidaire en portefeuille, d'un intergroupe ESS au Parlement européen. La mobilisation des acteurs et des gens fait beaucoup, mais la reconnaissance des institutions est irremplaçable. Une économie plus juste, au service de l'humain. Un environnement plus propre pour vivre plus longtemps et en meilleure santé, et un traitement éthique des données pour assurer la protection de tous. Voilà 3 enjeux majeurs dont les décideurs européens ont, en collaboration avec les acteurs privés, la charge de s'emparer pour penser et construire la protection autrement.
Un chantier indispensable dont ce nouveau rendez-vous en quête de protection tiendra la chronique. Et en attendant le prochain numéro, suivez les initiatives et réflexions qui façonnent l'avenir dans notre newsletter Ligne d'action.